On a la chance ici d'avoir un groupe de gens qui s'intéressent au plancton et on fait assez régulièrement des ateliers de découverte du plancton, notamment lors des fêtes de la mer, fêtes de la science, on intervient en milieu scolaire, où on va prélever du plancton, je vais vous expliquer comment, et puis on amène du matériel, microscope, loupe binoculaire, pour pouvoir présenter le plancton donc, à ce genre de public. Et c'est un peu ce qu'on va vous proposer ce soir. On va faire un atelier découverte du plancton, mais en salle et non pas, j'allais dire, in situ. Mais j'espère que vous comprendrez la démarche et que ça vous donnera envie de venir lorsqu'on intervient sur le terrain, lors notamment des fêtes de la mer. Ici à Trébeurdin, on le fait régulièrement. Les gens qui s'intéressent justement au plancton se sont mobilisés. Donc Nathalie, à l'heure actuelle, est en train de préparer des lames pour vous montrer du plancton vivant, pêché localement. Alors les conditions météorologiques n'ont pas été très favorables. Je ne vous cache pas que je suis allé pêcher hier soir au port de Landrélec. Ça remuait quand même sérieusement et donc les vagues passaient sur la jetée. Donc j'ai essayé de pêcher sous le vent de la jetée, ce qui fait que je ne regardais pas ce qui se passait derrière, et donc j'ai pas vu la vague scélérate, mini scélérate. Mais par contre, j'ai bien chargé les bottes et plus encore. Mais j'ai pas ramené grand-chose d'intéressant, parce que c'est tellement remué qu'il y a beaucoup de sédiments en suspension, et donc je colmatais le filet très rapidement, ce qui fait que je ne pouvais collecter que sur peu de temps pour vider, et puis ensuite laisser décanter. Donc on n'a pas un plancton très abondant à vous montrer malheureusement, mais vous allez voir la démarche qui est effectivement d'utiliser un filet à plancton. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà un filet à plancton donc, que je tire dans l'eau. Donc l'eau rentre par ce filet, se concentre parce que l'eau ressort par les mailles du filet, mais ce qui est plus grand que la maille du filet reste piégé et s'accumule dans cette petite chambre. Et donc, il me reste qu'à récupérer Voilà, donc a priori, j'ai le plancton qui s'est accumulé dans cette petite cuve, qui en plus étant transparente, ça permet de voir un petit peu éventuellement ce qu'il y a, s'il faut recommencer. Et bon, là, malheureusement, il y avait beaucoup de choses, mais pas beaucoup de vivants, puisque c'était vraiment beaucoup de sédiments en suspension qui a posé problème. Alors, je vous montre quand même ce système, parce que vous voyez la taille, quand même l'ouverture du filet. Bon, en général, on fait des traits de l'ordre d'une dizaine de minutes, donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont prises dans le filet. Et je le dis parce que très fréquemment, lors des ateliers de découverte du plancton, la question est posée en disant « mais quand je vais me baigner, si je bois la tasse, est-ce que je vais avaler tout ce que vous nous montrez au microscope ?» Alors, la réponse est « c'est pas complètement impossible, mais comparez la taille de l'ouverture du filet avec la taille de votre bouche, 10 minutes, en général vous n'aspirez pas de l'eau pendant 10 minutes quand même, on n'est pas fait pour ça je dirais, on n'est pas des organismes filtreurs, et donc la probabilité d'avaler quelque chose est infinitésimale. Bon. Alors la majorité des gens sont rassurés, mais j'ai eu quand même une fois une réponse que j'aurais pas pu imaginer, que je vais vous livrer parce que bon, c'est un peu surprenant. Donc c'était un homme d'une quarantaine d'années, normal, qui me dit « Ah non, alors j'irai plus me baigner ». Je trouvais ça un peu dommage quand même pour lui. Et il m'explique, il me dit « Je suis végétarien, je ne peux pas prendre le risque d'avaler un copépode que je vais vous montrer à l'écran tout à l'heure ». Alors je vous entends sourire, ce que je comprends, mais ça peut aller jusque-là. Donc j'étais très gêné parce que le privé de ces baignades, je me sentais un peu mal à l'aise, mais bon, chacun a ses opinions. Et donc c'est pour ça que je vous dis quand même, la taille de l'ouverture du filet n'est pas négligeable par rapport à la taille de la bouche. Et puis d'autre part, le temps où on traîne est quand même relativement important. Et donc ça permet de concentrer comme ça le plancton. Alors, évidemment, j'emploie ce mot plancton. Qu'est-ce que c'est que le plancton? Vous êtes venus, et je vous en remercie ce soir, donc vous intéressez au moins au mot plancton.
Bon, le plancton, c'est ce qui est vivant dans la mer. Alors on a la même chose en eau douce, mais là je vais vous parler que du plancton marin, qui est vivant et qui n'a pas une capacité natatoire lui permettant d'échapper à la masse d'eau. Donc on a ici des courants importants, et donc ces organismes vivants, végétaux ou animaux, eh bien, ils sont entraînés par la masse d'eau. Alors ici, marée montante, marée descendante, ils dérivent ainsi. Et le mot plancton vient du grec planctos, qui erre. Donc, il n'y a pas la capacité de se mouvoir pour échapper au grand mouvement des masses d'eau. Par contre, à l'intérieur de la masse d'eau, ils peuvent se déplacer, de manière limitée, mais ils peuvent quand même se déplacer un petit peu. Mais donc, ils sont entraînés par le courant. Assez souvent, quand on parle de plancton, les gens pensent à taille, et en disant c'est microscopique. Et effectivement, on va vous montrer du plancton à l'aide de microscopes, et la grande majorité des organismes planctoniques sont effectivement microscopiques. Mais ce n'est pas la définition du plancton, parce que dans des animaux qui se font entraîner par le courant, vous avez les méduses. Alors vous savez que les méduses quand même sont capables d'un petit peu de mouvement en contractant l'ombrelle, mais c'est pas suffisant pour échapper donc au déplacement de la masse d'eau. Donc les méduses font partie du plancton. Or il y a des méduses qui font jusqu'à 2 mètres de diamètre. Donc c'est pas la définition, la taille n'intervient pas dans la définition. Donc voilà, le plancton, c'est ce qui est entraîné par la masse d'eau. C'est la première chose à dire. Alors j'ai évoqué le fait déjà qu'il y a du plancton végétal, qu'on appelle le phytoplancton, et du plancton animal, qu'on appelle le zooplancton. Et la production primaire est effectuée par ces microalgues du phytoplancton qui sont ensuite consommées par du zooplancton qui sera consommé par des animaux de plus en plus grands et éventuellement on arrive à des poissons consommés par l'homme. Donc on a une chaîne où on a une concentration au fur et à mesure qui se fait. Alors, dans le plancton, encore 2 mots à retenir, et puis après, on va essayer de passer à des images quand même. Il y a le plancton permanent. C'est donc du plancton dont tout le cycle de vie se fait dans la masse d'eau, et notamment, ça sera les copépodes, dont on va beaucoup parler. Et puis, d'autre part, vous avez du plancton temporaire. C'est donc des organismes qui, quand ils sont adultes, ne font pas partie du plancton. Ils sont sur le sol, ils sont fixés. Et quand ils se reproduisent, les produits de reproduction sont dans le plancton, sont entraînés. Ça permet d'avoir une dispersion larvaire qui est intéressante d'ailleurs. Et donc il y a une vie dans le plancton pendant un certain temps, selon les espèces, selon la température. Et puis, on va avoir une métamorphose, et ces organismes planctoniques vont aller sur le sol et vont avoir une vie comme la majorité des crustacés que nous connaissons. Les crabes, on aura la possibilité de voir une larve de crabe planctonique tout à l'heure. Donc, tous ces animaux qu'on connaît qui, j'allais dire, se baladent sur le sol, lors de la reproduction, on va avoir donc des gamètes qui vont être émis, qui vont, s'il y a fécondation, donner un œuf qui va se développer en larve. Et comme je parlais de crustacés, là, on va avoir des mues successives à l'intérieur du plancton. Alors selon les espèces, un certain nombre de mues, jusqu'à la métamorphose. Et puis donc ces animaux vont aller vivre leur vie sur le sol ensuite et ne seront plus dans le plancton. Donc là c'est du plancton temporaire. Alors on va commencer dans cette chaîne de solidarité dont je vous parlais. J'ai pu contacter Christian Sardet, qui était directeur de recherche au CNRS. Il est à la retraite maintenant, mais retraite très très active. Bon, c'est un spécialiste des micro-organismes, mais qui s'est intéressé au plancton, alors qu'il n'était pas du tout formé au plancton initialement. Et c'est un des 2 cofondateurs de l'expédition Tara Océan, où on a la goélette Tara qui a tourné pendant 3 ans autour du monde pour collecter du plancton partout et ensuite faire des analyses de génomique, là principalement, qui ont permis de révéler un certain nombre de choses
très intéressante. Il y a eu une publication, un numéro spécial de Nature avec 5 publications. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné nos connaissances, parce qu'il y a eu des découvertes, notamment au niveau génétique, qui étaient des choses totalement inattendues et donc intéressantes. Christian Sardet s'est intéressé au plancton. Et comme c'est quelqu'un qui a une fibre de pédagogue, il a fait un certain nombre de documents que l'on va pouvoir vous présenter. Il a publié un livre, là, Le Plancton, que je me permets de vous recommander si le sujet vous intéresse, parce que c'est vraiment un livre de référence maintenant avec de très belles images. Il a un côté artistique, il est dessinateur lui-même en plus. Et donc, la première séquence maintenant, ça va être effectivement de vous présenter donc, une petite séquence d'un film qui a été projeté ici il y a peu de temps lors du Festival de l'image sous-marine, qui était L'Océan vu du cœur. Moi, j'ai passé des moments délicieux dans votre livre. Je me vis comme quelqu'un qui vient de découvrir un nouveau monde. Ah oui, oui. Tout le monde de la beauté, oui, la diversité. et de tous ces organismes vivants. C'est un peu nos compagnons de voyage. Nous sommes en même temps dans la même aventure de l'existence que j'ignorais complètement. Enfin, je connaissais le mot plancton, mais c'est tout. C'est toujours l'incroyable invention de la nature. Oui, tout à fait. Qui fait des 3 choses... milliards d'années d'évolution. Absolument. Ouais. Asseyez-vous, je vous en prie. Ben, plancton, c'est un mot un peu attrape-tout, dans le sens où ça vient d'un mot grec qui est planctos, qui veut dire dériver. Donc ce sont tous les organismes qui dérivent avec les courants. Alors ça peut être évidemment des virus, des bactéries, de petits organismes qui donnent cette couleur verte à l'océan, jusqu'aux méduses, puisque les méduses suivent également les courants. La partie invisible du plancton, les virus, les bactéries, les protistes, c'est-à-dire des unicellulaires, correspondent à environ 95% de la biomasse des océans. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que la vie dans les océans, c'est une vie qu'on ne voit pas. La vie qu'on voit, les baleines, les grosses méduses, etc., ne représentent que quelques pourcents, à 5% à tout casser, de ce qui existe de vivant dans les océans. Avant, la planète n'avait pas d'oxygène. Donc toute la vie qui dépend de l'oxygène, dont la nôtre, est née de cette production d'oxygène par des organismes microscopiques qui continuent de nos jours à faire ce travail. Et donc, ce n'est pas que les forêts qui produisent de l'oxygène, mais c'est le plancton pour au moins la moitié. Évidemment, ces organismes sont le début de la chaîne alimentaire qui va ensuite passer dans des organismes un peu plus gros qu'on peut apercevoir dans le cas du krill, par exemple, ces petites crevettes, jusqu'aux organismes les plus gros, les baleines. Voilà, donc là vous avez une cellule, c'est une microalgue, c'est une diatomée, et puis vous avez au-dessus, sur la droite, le bout de l'arrière d'un crustacé. Vous voyez les deux épines là, qui correspondent à ce qu'on appelle la fourca. Donc la fourche, c'est l'arrière d'un copépode. Et là, ce que vous voyez, c'est une mue en réalité, qui a été cassée. Donc là, vraiment juste l'arrière. Alors donc cette microalgue là est intéressante. C'est nos discus qu'on voit assez fréquemment ici. C'est une diatomée. Les diatomées sont des algues unicellulaires qui sont entourées par une espèce de coque en silice, donc du verre. Alors c'est évidemment très surprenant de se dire que quand nous on veut fabriquer du verre, on prend de la silice, c'est-à-dire du sable, et on porte à très haute température, au moins 1400 degrés, pour faire fondre et avoir du verre. Et ces végétaux sont capables d'extraire de la silice qui est dissoute dans l'eau de mer pour en faire justement cette petite coque en verre à température ambiante.
Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On ne connaît pas du tout le mécanisme pour l'instant, mais vous imaginez bien qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, parce que si on arrivait à comprendre le mécanisme et à le dupliquer, à l'utiliser pour nous, on ferait des sacrées économies d'énergie, et pour le bilan carbone au niveau de la Terre, ça ne serait pas une mauvaise chose. Et là, on arrive à ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire de s'inspirer de systèmes qui fonctionnent bien dans la nature pour essayer de le mimer et d'avoir des résultats intéressants. Donc voilà une petite microalgue qui a un potentiel tout à fait intéressant au niveau recherche à l'heure actuelle. Alors, les diatomées sont donc des algues unicellulaires, comme je vous disais, qui sont donc dans ces espèces de coques de verre, qui sont extraordinairement ornementées, et donc on a vraiment des choses qui, du point de vue esthétique, sont assez merveilleuses. Et donc on verra quelques exemples ultérieurement. Vous en avez vu quelques-unes dans le film, mais bon, c'est passé assez rapidement sans dire exactement de quoi il s'agissait. Mais vous avez vu qu'il y a quand même des choses qui sont absolument magnifiques. Alors, le microscope que j'utilise à l'heure actuelle, c'est un microscope de démonstration, c'est pas un microscope de recherche qui pourrait nous donner la définition de ce que vous avez vu dans le film où intervenait Christian Sardet. On est quand même... bon, c'est très bien pour faire de la démonstration, mais c'est pas une qualité, effectivement, qui permet quelque chose d'extraordinairement esthétique. Alors donc là, ce que vous avez, c'est simplement une goutte d'eau qui est déposée sur une lame de verre, et puis donc vous avez donc au niveau du microscope ce que l'on peut voir, qui est donc projeté à l'écran. Bon, je peux faire varier évidemment le positionnement et la mise au point. Alors c'est intéressant de faire varier la mise au point parce que ça permet de voir un petit peu en 3D la profondeur, comment c'est organisé. Alors vous avez à l'intérieur évidemment de cette microalgue des pigments et vous avez de la chlorophylle qui permet de transformer l'énergie lumineuse solaire en énergie chimique. C'est-à-dire que vous avez cette photosynthèse qui va effectivement permettre de fabriquer de la matière organique, notamment des sucres en grande quantité, bon, des acides aminés, et ça va utiliser du gaz carbonique et rejeter, ce qui était un déchet à l'époque, je dirais, de l'oxygène. Il a été évoqué dans le film qu'au départ, sur la Terre, il n'y avait pas d'oxygène et que ce sont des micro-organismes de cette nature, photosynthétiques, qui ont rejeté de l'oxygène et qui ont permis l'émergence de nouvelles formes de vie dont nous dépendons, ça a été dit également dans le film. Et au niveau oxygène produit, on considère à l'heure actuelle que plus de la moitié de l'oxygène produit instantanément sur Terre l'est par le phytoplancton. Alors c'est vrai qu'on parle toujours du poumon vert de l'Amazonie. Alors moi, le terme est consacré au niveau journalistique, donc je ne vais pas m'y opposer, mais pour moi, le poumon respire. Donc en réalité, le poumon utilise de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. Alors de dire que le poumon vert de l'Amazonie nous permet d'avoir de l'oxygène, je suis un peu gêné au niveau des termes, mais c'est un terme consacré, donc je ne vais pas y revenir. Comme vous avez entendu parler du 7e continent pour dire qu'il y a des accumulations de plastique, bah, bien entendu, le 7e continent n'est pas un continent, on ne peut pas mettre le pied dessus. C'est une soupe de plastique. Mais ce n'est pas du tout suffisamment concentré pour être dur en réalité, mais le terme est utilisé maintenant, il est consacré, donc bon, on fait avec, même si on peut éventuellement un peu le regretter. Donc nous dépendons de l'oxygène produit par le phytoplancton au niveau mondial pour notre respiration et puis tous les phénomènes d'oxydation. Et donc ça n'existait pas auparavant. Alors je vais passer sur l'autre microscope. Donc là, une autre diatomée, à nouveau, et donc on peut faire effectivement varier un petit peu la mise au point. Donc vous voyez, du point de vue même esthétique, c'est quand même tout à fait intéressant. Alors on voit que la matière organique, là, c'est un peu concentré, et puis on voit les bords où il y a donc ce verre qui est présent tout autour de la cellule. Et alors j'avais vu quelque chose d'autre, donc que je vais essayer de retrouver. Alors il s'agit là d'une pâte
crustacés. Et ce crustacé, c'est une balane. Alors, les balanes, beaucoup de gens pensent que ce sont des bébés, alors on dit chapeau chinois, patelle. Les balanes sont ces petits cônes que vous voyez, petits cônes blancs de l'ordre de 5 à 10 mm de diamètre, hein, qui sont sur les rochers, sur toutes les surfaces potentielles à coloniser, et éventuellement les coques de bateau, hein, ce qui ne plaît pas évidemment aux propriétaires du bateau. Mais donc, je pense que vous voyez hein, de quoi il s'agit, hein, ces petits cônes qu'on voit regroupés par tâches, hein, où il y en a quelques centaines. Et donc, je dis que c'est des crustacés, c'est quand même très surprenant hein, de voir ça. Alors, on les voit, nous, à marée basse, où le cône, il est fermé. Par contre, si on les regardait à marée haute, le cône s'ouvre et les pattes font ce mouvement pour essayer d'attraper du plancton. Et vous voyez donc, ici, c'est une mue de pattes de balane. Et vous voyez comment il y a des poils, je dirais, qui sont très efficaces pour servir de filet à plancton, finalement, pour capturer le plancton dont ces balanes vont se nourrir. Alors, on verra tout à l'heure des larves de balanes qui ressemblent tout à fait à des crustacés, alors qu'effectivement, quand vous voyez des balanes adultes sur un rocher, bah, ça ne fait pas du tout penser aux crustacés. Mais quand vous voyez la patte, là, enfin la mue de la patte, là on comprend effectivement que ce n'est pas un mollusque. Alors voyez comment on fonctionne hein, quand on fait un atelier de découverte du plancton. Bon, on a filtré de l'eau, comme je vous le disais, et puis avec une pipette, on prend de l'eau qui a été concentrée encore une deuxième fois grâce à un tamis, qu'on dépose donc sur une lame, et cette lame, on la dépose sur la platine du microscope, et puis on cherche, on essaye de trouver des choses qui seraient susceptibles d'intéresser les gens à qui on montre donc le plancton. Il y a des périodes de l'année plus fastes que d'autres, notamment le printemps, et ça je vous en reparlerai dans un instant. À nouveau quelques mots sur le plancton. Bon, c'était un peu dans ce que disait Christian Sardet, mais là on va pouvoir un petit peu le développer. Donc le plancton, effectivement, c'est ce qui est apparu en premier sur Terre. On pense que les premiers organismes vraiment bien organisés et qui ont produit de l'oxygène, c'était des cyanobactéries. On a actuellement encore beaucoup de cyanobactéries hein, qui sont présentes, qui parfois d'ailleurs posent des problèmes dont vous avez entendu parler, des problèmes de toxicité. Hein, il y a des moments où des baignades sont interdites, notamment dans des lacs. Là, c'est des cyanobactéries d'eau douce qui prolifèrent éventuellement et peuvent, dans certains cas, émettre des toxines. Donc, d'où l'interdiction éventuelle de baignade. C'est quelque chose. Bon, donc ces cyanobactéries, on peut considérer qu'elles sont effectivement un peu à l'origine de la vie sur Terre. Hein, donc, les 50% de l'air que nous respirons, bon, c'est les 50% d'oxygène hein, qui sont produits par l'ensemble du phytoplancton. Bon, les chiffres, évidemment, quand on dit 50%, c'est autour d'eux. On fait des extrapolations, bien entendu, mais on considère que plus de la moitié, hein, maintenant, de l'oxygène produit est de l'oxygène qui vient du phytoplancton. Alors, la source principale de pétrole, oui, parce que le plancton, quand il meurt, il va sédimenter et couler hein, et s'accumuler sur le sol, et va être à l'origine des produits pétroliers. Alors, il n'y a pas que le plancton qui va mourir et qui va descendre et s'accumuler, mais il y a les copépodes, donc des petits crustacés dont on va parler ultérieurement, qui consomment donc des microalgues et qui vont déféquer. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des pelotes fécales qui vont, elles aussi, couler, mais elles sont encore riches en matière organique. Et donc, ces pelotes fécales, en s'accumulant au fond, avec les cadavres d'autres organismes du plancton, vont être à l'origine du pétrole. Alors, le fait qu'il y ait cette descente de matière organique est intéressant parce que, initialement, dans les années 1800 et quelques, il y a un certain nombre de scientifiques qui faisaient des prélèvements dans la colonne d'eau
et qui se rendaient compte que plus on descendait, moins il y avait d'organismes. Et donc, par extrapolation, ils ont publié, ils ont affirmé qu'à partir de 800 mètres de profondeur, il n'y avait plus de vie. Bon. Et puis, c'était une époque où on a commencé à avoir les premiers câbles sous-marins pour le télégraphe. Et il y a eu une rupture de câble à un moment. Le câble qui était aux alentours de 2000 mètres de profondeur a été remonté. Et au stupeur, il y avait des organismes vivants qui étaient sur le câble. Donc déjà cette notion de 800 mètres, qui était une limite, eh bien il a fallu la descendre au moins jusqu'à 2000 mètres. En réalité, maintenant, on sait qu'il y a de la vie partout, dans toute la colonne d'eau, ce qui fait que la vie sur cette planète qu'on appelle Terre, mais qu'on devrait appeler mer ou océan, parce que en réalité, vous avez déjà 71% de la surface du globe, c'est de l'eau de mer. Et puis, d'autre part, il faut raisonner en volume. Et nous, sur Terre, on est scotché, j'allais dire, à la surface de la Terre. Alors, à l'exception, vous me direz, des oiseaux, des chauves-souris, mais enfin, c'est quand même très limité. Mais par contre, dans la colonne d'eau, il y a de la vie, sur toute la colonne d'eau, et la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3400 mètres. Donc, vous multipliez 71% de la surface du globe par 3400 mètres, et vous voyez qu'il y a un volume colonisable par la vie qui est absolument considérable par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Alors, je vous évoquais donc cette descente de matière organique qui va permettre qu'il y ait de la vie en profondeur, parce que sinon, l'énergie, eh bien, elle vient du Soleil, et par la photosynthèse. L'eau est un filtre par rapport aux rayons lumineux, un filtre sélectif d'ailleurs. Le rouge est absorbé en premier, et puis à partir d'une certaine profondeur, on va dire de l'ordre de 60 mètres, il n'y a plus que du bleu. Et puis si on descend encore, à partir de 200 mètres, il n'y a plus rien du tout, on est dans le noir total. Donc là, il n'y a évidemment aucune possibilité qu'il y ait de la photosynthèse. Et donc, l'énergie, elle tombe, j'allais dire du ciel, enfin, elle tombe de la couche superficielle, à l'exception notable de quelque chose dont on a parlé là, lors du festival de l'image sous-marine, qui correspond au fait que le long de la ride, ce qu'on appelle la ride médio-océanique, qui correspond à du volcanisme sous-marin. Donc on a vraiment, on pourrait le faire en pointillé pratiquement, au milieu de l'océan, que ce soit Atlantique, Pacifique, on a du volcanisme qui va repousser d'ailleurs les plaques, ce qui fait que pour ce qui est de l'éloignement annuel entre l'Europe et l'Amérique, c'est de l'ordre de 3-4 cm. Dans le Pacifique, c'est de l'ordre d'une douzaine de centimètres. Donc on a vraiment de la montée de magma qui repousse les plaques. Et à cet endroit où on a un volcanisme sous-marin que nous, on ne connaissait pas, puisqu'il est sous-marin, donc si on n'a pas les moyens de plonger, on ne connaissait pas. Donc on va avoir donc là une autre source d'énergie qu'on soupçonnait absolument pas, et ça a été une révolution dans le monde scientifique dans les années 70, quand on s'est rendu compte que il y avait un autre mécanisme que la photosynthèse qui pouvait amener une source d'énergie, c'est la chimiosynthèse. En réalité, c'est la réduction des sulfures. Donc on a dans ces endroits très très chahutés avec du volcanisme, on a de l'eau qui pénètre dans le sol, qui est réchauffée et qui remonte en ayant dissous des minéraux. Et c'est là qu'on va avoir des phénomènes, donc, je vous dis, de réduction. Et c'est principalement des bactéries qui vont pouvoir réduire ces sulfures et donner une source d'énergie dont d'autres animaux vont pouvoir bénéficier. Et assez fréquemment, on a des associations entre des animaux et les bactéries qui sont hébergées à l'intérieur donc, de ces animaux et qui fournissent une source de nourriture et une source d'énergie. Ce que Christian Sardet disait également dans le film, c'est que 98% de la biomasse des océans, c'est du plancton. C'est extraordinaire de se dire que finalement, vous cumulez toutes les baleines, les dauphins, les requins, les animaux de certaines tailles qu'on connaît.
En réalité, c'est rien du tout. 98%, ça ne laisse pas grand-chose pour ces grands animaux. Donc en réalité, la biomasse des océans, c'est effectivement le phytoplancton et puis les copépodes, qui sont vraiment très très nombreux. Alors, le puits de carbone. Alors, le puits de carbone, c'est une notion pas très courante dans le langage courant. C'est que on a un certain nombre de systèmes qui vont pouvoir piéger du gaz carbonique. Alors, on pense très naturellement aux forêts, en se disant, il y a la photosynthèse et ça produit du bois, et le bois donc stocke du carbone, ce qui est tout à fait exact. Le plancton va jouer un rôle analogue, c'est-à-dire qu'on va avoir la photosynthèse donc des microalgues. Ces microalgues, comme je vous disais, vont couler, entraîner de la matière organique qui va se transformer éventuellement en pétrole, mais alors sur des longs temps géologiques. Mais de manière quasi instantanée, c'est du carbone qui est soustrait par rapport au carbone atmosphérique. Et heureusement qu'on a l'océan et avec le plancton qui va jouer ce rôle de puits de carbone, parce que sinon on aurait des températures nettement supérieures à celles qu'on a à l'heure actuelle. Et déjà, vous savez qu'on est dans certains endroits plus que limite. Donc il y a des endroits où ça serait vraiment invivable s'il n'y avait pas l'océan. D'autre part, l'océan a un autre intérêt pour nous, c'est qu'il absorbe de l'ordre de 93% de la chaleur émise par l'homme. Donc on aurait des températures très très supérieures s'il n'y avait pas l'océan. Mais donc le puits de carbone, c'est une notion intéressante aussi à prendre en compte. Une mine de molécules pour la médecine et pour les biotechnologies, oui, notamment les microalgues synthétisent des molécules, et puis il y a un certain nombre d'animaux qui synthétisent des molécules pour se défendre. Donc on a des molécules très actives. À proximité d'ici, à l'île Grande, j'essaie de prendre des exemples locaux, vous avez une société qui élève des microalgues donc en bassin et qui récupère certains produits qui sont utilisés en cosmétique. Et donc c'est la société Givaudan qui a racheté cette société récemment. La base de la chaîne alimentaire, oui, vous l'avez compris, c'est la production primaire. Donc ces microalgues vont croître, vont être consommées par des animaux de petite taille dans un premier temps, qui vont être consommés par des animaux plus grands, puis plus grands, puis plus grands. Donc là, on va pouvoir repasser sur les microscopes. Là, vous avez au centre une microalgue à nouveau. C'est une diatomée encore. On a beaucoup de diatomées ici qui se divisent bien. Et donc, vous voyez encore ces systèmes très ornementés. Alors, la dimension... Alors, je vais vous la donner par rapport à la taille du filet à plancton. Ce filet a une maille de 25 microns. Donc, le micron, c'est le millième du millimètre. Donc, 25 microns, c'est petit. Et donc, les organismes plus grands que 25 microns sont retenus. Et là, on est sur quelque chose qui doit être aux alentours de 50-60 microns, pour donner un ordre de grandeur. Alors là, à nouveau, on a encore une diatomée, mais qu'on qualifie de pénée. Alors, ce qu'il y a, alors que là, c'est une algue, très très curieusement, un certain nombre d'algues, et notamment celles-là, sont capables de déplacement. Donc là, elles ne bougent pas pour l'instant, mais on aurait pu avoir quand même un peu de mouvement, ce qui est quand même très très surprenant de la part d'une algue. Alors, comme on avait quand même prévu que peut-être on n'aurait pas les résultats souhaités à l'écran, on a préparé une sélection de photos, voire de petites vidéos. Donc, en attendant, je vous montre juste une petite... Je vous ai beaucoup parlé donc de diatomées, et ces espèces de diatomées ont des maximums d'abondance différents dans le temps.
Donc là, vous voyez un travail qui a été fait à la station biologique de Roscoff. Donc c'est le cycle annuel de certaines algues, dont vous avez les noms de ces algues. Et plus vous avez quelque chose qui est épais, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abondance donc de ces végétaux. Et donc vous voyez qu'on a en réalité des successions, hein, on voit très bien, d'espèces différentes au cours du temps. On n'a pas du tout quelque chose qui est stable hein, en milieu marin, les choses évoluent énormément. Et donc vous voyez un certain nombre d'espèces là qui sont nommées, dont on voit quelles sont les périodes d'abondance. Et donc vous voyez que notamment ça va être au niveau du printemps qu'on va avoir un maximum d'abondance qui correspond au fait qu'on va avoir une durée d'ensoleillement qui va augmenter, donc plus de temps pour pratiquer la photosynthèse et donc que ces algues se multiplient. Alors voilà, donc on pourrait les avoir à l'écran. Bon, là, ça a été des captures d'écran qu'on a fait lors d'ateliers précédents. Là, vous voyez à nouveau des diatomées qui vivent en chaîne. C'est-à-dire qu'en réalité, une première cellule se sera divisée en donnant deux, qui vont à nouveau se diviser, et elles peuvent être dans l'eau libre, une par une, ou elles peuvent rester éventuellement en chaîne, et on a ce genre d'organisme. Bon. Donc vous avez vu quelque chose de similaire tout à l'heure. Voilà, donc deux cellules. En réalité, vous en aviez une au départ qui s'est multipliée, qui donne deux, qui vont donner ensuite quatre, enfin qui vont se multiplier ainsi. Mais là, vous avez une belle image, donc deux diatomées. Voilà, d'autres diatomées, les kétocéros, qui vont rester en chaîne parce que vous voyez ces appendices qu'il y a là, qui font qu'en réalité, même si chaque cellule est indépendante, eh bien, elles vont rester éventuellement groupées, tenues par donc ces appendices qui font que ces végétaux vont rester groupés. Là, une autre image où on voit que la matière organique là, s'est concentrée vraiment au centre. Et vous voyez vraiment le système de verre, hein, donc la protection de la cellule donc, en verre. Et là, on voit vraiment bien. Voilà, encore une chaîne de kétocéros, donc chaque cellule individuellement, mais qui sont retenues entre elles par ces appendices. Alors on va voir quelques petites vidéos. Dans le plancton, il y a des méduses hein, qui peuvent atteindre, comme je vous disais, des grandes tailles, mais ici, hein, pêchées localement, vous avez cette petite méduse. Alors pour revenir à la question qui était posée sur la taille, là c'est une méduse qui doit faire de l'ordre d'1 dixième de millimètre de diamètre. Alors vous avez au centre, ici, la bouche. Hein, et puis vous avez la méduse avec des systèmes urticants qui vont être sur les côtés, qui vont permettre de paralyser les proies pour les consommer facilement. Alors, il y a des vers dans le plancton. Donc là, c'est un ver qui a été capturé au port de l'Andrélec, hein, marée descendante. Donc vous avez toute l'eau de la baie de Quérivon qui va se vider vers la mer. Et notamment, il y a la cale du port qui canalise cette eau, ça crée donc un courant. Et c'est là que j'ai tendance à mettre le filet à plancton, parce que c'est plus facile, j'allais dire, ça se remplit passivement, je n'ai pas besoin de tirer le filet. Et donc, on est sur un endroit où il y a beaucoup de sable, donc beaucoup de vers, hein, beaucoup de mollusques, beaucoup de vers. Et donc là, vous avez une larve de ver, alors qu'on dit polychète, parce que vous voyez ce qu'on appelle des soies, hein, donc quête, il y en a beaucoup. Hein. Donc un ver polychète, et il y en a vraiment beaucoup dans le plancton, donc qui vont servir de nourriture hein, à des tas d'organismes. Et puis, ceux qui vont arriver jusqu'à se fixer sur le sol vont donner les vers que l'on peut éventuellement utiliser comme appât. Donc, vous voyez toutes les soies, là, donc polychètes.
Et donc on aurait voulu vous montrer ça en direct, mais bon, on a fait une petite sélection quand même pour que vous ayez... Mais c'est issu du même appareil, hein, donc c'est vraiment, vous êtes dans les conditions. Alors un autre verre qui a un panache branchial, en réalité on en voit qu'il y a deux panaches là, donc c'est pas un spirographe hein, dont le panache est enroulé comme ça, donc ça peut être de genre bispira ou équivalent. Donc vous avez des vers très très différents. Donc le vers précédent, là c'est un ver adulte qui vit dans un tube. Alors là vous avez un ver qui est en train de télescoper une larve de balane. Alors vous voyez la larve de balane, on en a parlé tout à l'heure, hein, ces petits cônes là, qui sont fixés sur les rochers. Vous avez ici ce qu'on appelle la tache oculaire, hein, noire, qui permet à l'animal d'avoir une perception de la luminosité. Ce n'est pas un œil, il n'y en a qu'un, il n'y a pas deux yeux, hein, il n'y a qu'une tache oculaire, mais qui permet vraiment à l'animal donc de se repérer par rapport à la lumière. Beaucoup de ces animaux, dont je vous disais qu'ils sont emportés par le courant, mais vont quand même pouvoir avoir un petit peu de locomotion. Tiens, je vais faire une pause là, pour vous montrer ici. Là, vous allez dire, bah, tiens, ça ressemble à un escargot. Et effectivement, c'est une larve de mollusque, bigorneau ou équivalent. Donc, je vous évoquais la larve de balane, donc crustacée. Hein, là, on voit bien que avec les appendices, on comprend bien là que c'est un crustacé. Et donc, je vous parlais de cette tache oculaire qui est chez un certain nombre d'animaux planctoniques. Et parce que beaucoup d'entre eux vont avoir tendance à descendre pendant le jour pour ne pas être trop visibles des prédateurs et au contraire remonter la nuit pour consommer les microalgues qui se développent dans les eaux superficielles. Donc on est bien d'accord, le plancton est entraîné par la masse d'eau, mais peuvent se déplacer un peu dans la masse d'eau. Et il y a des migrations importantes journalières. Donc voilà, c'est ce qu'on aurait aimé vous montrer là, avec des larves. Le ver que je vous avais montré tout à l'heure, hein, donc avec ce panache là qui va lui permettre de filtrer, de capturer de la nourriture, alors que le corps sera dans un tube. C'est un tube muqueux qui va être sécrété par l'animal et il sera fixé dans le sol, dans un tube. Ah, larve de mollusque. Donc vous avez la coquille qui est là, et puis vous avez ici donc des systèmes vibratiles qui permettent à l'animal de se déplacer et de collecter de la nourriture. Alors ce qu'on avait envisagé quand même, c'était de faire des pauses de temps en temps pour vous permettre de réagir, parce que assez fréquemment dans les conférences, les questions sont posées à la fin de la conférence. Et puis assez souvent, on a oublié la question qu'on aurait voulu poser à un moment donné. Donc si certains d'entre vous, dès maintenant, souhaitent poser des questions, alors là, on a beaucoup d'inconnus parce que c'est un domaine qu'on commence seulement à explorer hein, depuis, disons, une quinzaine d'années, mais on manque de recul à l'heure actuelle. J'ai évoqué effectivement le mot continent plastique, dont je vous dis que j'aime pas le mot, mais tant pis. Effectivement, il y a des accumulations de plastique à certains endroits. On parle de gyres, c'est-à-dire qu'il y a des courants hein, qui tournent et qui font qu'au centre, il y a une accumulation. Et le plastique, notamment sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, va avoir tendance à se fragmenter. Et donc on va avoir des bouts de plastique de plus en plus petits et donc de plus en plus difficiles à éventuellement récupérer si on voulait essayer de prendre le plastique et de nettoyer, j'allais dire, l'océan. Bon, ce qui est un des objectifs annoncés par Cycliner, par exemple. Hein. Le projet du bateau Manta, c'est effectivement un bateau dédié à ramasser ce qui serait possible au niveau plastique. Alors, sur des macro-déchets, c'est possible, mais ça se fragmente en tout petits éléments. Alors, ces éléments, pour essayer de répondre à votre question, peuvent être confondus avec une source de nourriture hein, par un certain nombre d'animaux, qui vont donc avoir une sensation de satiété parce que le tube digestif sera rempli, mais par contre, du point de vue énergétique, ça n'apporte rien.
Alors, je pondère un tout petit peu, parce que quand je dis ça apporte rien, le plastique n'apporte rien. Mais le plastique va être support à plein d'organismes. Et finalement, le fait qu'il y ait ces micro-organismes qui se fixent sur le plastique, ça pourra être une certaine forme de nourriture quand même, mais enfin très très insuffisante. Donc on va avoir des animaux qui vont mourir de faim parce qu'ils auront ingéré du plastique. Bon, vous avez sans doute vu ces images de cadavres d'oiseaux dont on voyait le tube digestif complètement rempli de macro-déchets. Donc les animaux font des confusions et vont avoir tendance à se nourrir sur du plastique, alors macro ou micro, mais ça entraîne évidemment des problèmes. Alors d'autre part, à la surface du plastique, d'une part il y a une microfaune qui va s'installer, mais d'autre part ça va servir de surface d'absorption, et donc il y a des tas de molécules qui vont se coller sur ce plastique, et éventuellement des molécules qui peuvent être toxiques et qui vont s'accumuler finalement dans la chaîne alimentaire. Donc on est quand même à une période maintenant où on n'a pas beaucoup de recul encore, il n'y a pas beaucoup de travaux scientifiques sur ces sujets, mais il y a une source d'inquiétude dans la communauté scientifique en disant qu'est-ce que ces déchets plastiques vont générer à terme. D'autre part, on a le fait que ces microplastiques donc vont servir de support, comme je le disais, à des organismes, y compris potentiellement des organismes pathogènes. Et donc à l'heure actuelle, on pense qu'il va y avoir des organismes pathogènes qui vont utiliser, j'allais dire, le microplastique comme radeau, et qu'il y aura des déplacements d'organismes à des endroits inattendus. Et si ce sont des organismes pathogènes, alors on sait déjà que les vibrios, par exemple, se collent très facilement sur ces systèmes plastiques, et donc on a des déplacements de vibrios dont certains peuvent être responsables notamment du choléra. Donc il y a une inquiétude vraiment très très sérieuse dans la communauté scientifique en se disant qu'est-ce que ces déchets plastiques vont éventuellement générer. Oui, alors pas forcément pour chercher de la nourriture, mais au moins pour se situer dans l'environnement, et notamment un système un peu analogue à notre oreille interne qui permet donc d'avoir une notion de la pesanteur. Donc on parle de statocystes, c'est d'une microconcrétion calcaire qui va appuyer sur des cellules nerveuses et qui va donc donner une indication sur la position en 3D, j'allais dire, de l'animal. Donc c'est assez fréquent. On a les toiles oculaires et souvent des statocystes qui permettent effectivement à ces animaux de se repérer par rapport à la gravité. Alors, ça dépend évidemment des espèces, et j'ai évoqué aussi le fait de la température. Plus la température est élevée, plus les mécanismes biologiques fonctionnent rapidement, et donc notamment pour le plancton que j'ai qualifié de temporaire, c'est de l'ordre de quelques semaines. Et ensuite, l'animal, éventuellement, va avoir une vie... alors un crabe, ça peut vivre quelques années, mais la phase planctonique est relativement courte. Pour les larves de balanes, dont j'ai parlé à plusieurs reprises et que vous avez vu, il va y avoir 5 mues successives. Entre l'éclosion de l'œuf, on va avoir donc un petit crustacé qui, pour grandir, va être obligé de muer. Et donc, on va avoir 5 mues successives avant la fixation. Alors, la fixation sur un support, parce que je le disais, et on voit que ces animaux sont regroupés. J'allais dire, sur une même dalle de granit. Ici, vous voyez qu'il y a une tache, il y a vraiment de manière très concentrée, beaucoup de balanes. Puis juste à côté, alors que c'est le même environnement, il n'y en a pas. Donc, ça surprend un peu. Eh bien, c'est lié au fait que ces larves sont capables de se déplacer un petit peu, comme je le disais, et les adultes émettent
des substances chimiques dans l'eau qui vont être attractives pour les larves. Et donc les larves vont essayer de se fixer à proximité d'un groupe d'adultes. Si je vous dis que la fécondation est interne, vous vous dites ces animaux qui ne sont pas capables de se déplacer, effectivement ils ont intérêt à être à proximité pour que ça puisse fonctionner. Et vous avez chez les balanes le champion du monde de la longueur du pénis par rapport à la longueur du corps. Donc imaginez effectivement ces animaux qui sont les uns à côté des autres, le pénis va les féconder, qui est à proximité. Alors, quand arrive la 5e mue, donc ces larves vont essayer de se fixer, si possible, à proximité d'adultes, mais ça se trouve, c'est pas possible. Donc, ils vont se fixer quelque part. Ce qui, pour la reproduction, évidemment, n'est pas l'idéal. Sauf que l'animal va grandir, va émettre lui-même les substances chimiques attractives pour d'autres jeunes qui vont éventuellement se fixer. Donc, ça va permettre une nouvelle tâche de colonisation. Mais la majorité, effectivement, les larves, qu'on appelle compétentes, vont avoir, j'allais dire, l'essai, mais ils nagent fort peu, vous l'avez bien vu, mais de se rapprocher d'endroits où il y a des adultes. Alors si je continue sur la problématique de la fécondation, en plus ces animaux sont des animaux hermaphrodites. Donc il pourrait même y avoir une fécondation croisée. Mais en général, c'est avec d'autres voisins. Pas dire en chaîne, mais bon, un peu ça quand même. Donc, oui, on a des organismes qui ont des systèmes de reproduction qui sont assez complexes. Alors c'est une vraie question. Donc on constate cette augmentation de température. Là maintenant on la voit très bien avec des macro-échelles grâce à des capteurs qui sont embarqués sur des satellites. Donc on a vraiment une idée très précise maintenant de ce qui se passe au niveau de l'élévation thermique. Je disais tout à l'heure que 93% de la chaleur produite par l'homme est captée par l'océan. Donc la conséquence, c'est que la température globale augmente. Et donc les organismes planctoniques auront des conditions de vie favorables ou non. On le voit très bien à l'heure actuelle, des déplacements, alors c'est des déplacements statistiques, c'est pas chaque organisme qui va se déplacer, mais les conditions optimales de vie changent. Et donc actuellement, on a dans l'hémisphère nord, un déplacement d'un certain nombre d'espèces vers le pôle nord, et on a la même chose dans l'hémisphère sud, déplacement vers le pôle sud. Alors on le voit très bien au niveau des poissons qui consomment le plancton. Et en réalité, les poissons suivent, eux ils ont la capacité de se déplacer, ils suivent leur source de nourriture. Et donc actuellement, on a un déplacement dans l'hémisphère nord de 170 km vers le nord en 10 ans pour les espèces de poissons d'intérêt commercial. Donc là, on a vraiment un indicateur. Alors évidemment, pour des pêcheurs qui avaient l'habitude de pêcher certaines espèces à proximité là où ils étaient, si on a un déplacement du stock de 170 km, ça veut dire du temps de mer plus important et puis une consommation de gasoil supérieure. Donc c'est quelque chose qui est très visible maintenant, je dirais malheureusement. Mais effectivement, les conditions optimales de vie et la température est vraiment j'allais dire une constante très très importante pour le plancton qui va se développer dans de bonnes conditions là où les conditions sont optimales. Eh bien, il y a déjà de manière très visible ce déplacement vers les pôles. Alors, ça dépend des espèces. Donc, j'ai parlé du phytoplancton. Alors, lui qui ne mange pas, c'est des plantes. Donc, ils vont utiliser la lumière du soleil pour photosynthétiser les molécules qu'elles vont utiliser. Donc, ne mangent pas. Et par contre, ces microalgues vont être consommées par tous les animaux que l'on a vus jusqu'à présent. Toutes ces larves-là mangent des micro-algues, et donc c'est ça la base de la nourriture. Et ces micro-animaux de petite taille vont être éventuellement consommés par des animaux de plus grande taille.
Et donc on va arriver à cette notion de chaîne alimentaire, hein, qui part du végétal et puis qui monte chez les carnivores de plus en plus efficace dans la chaîne alimentaire. Mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque niveau, on parle de niveau trophique, hein, quand on change de niveau, ben, on perd 90% de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir 100 grammes de microalgues pour faire 10 grammes de petits crustacés, qui ne feront que 1 gramme du poisson qui éventuellement va les consommer. On perd à chaque fois 90% de l'énergie. Ce qui fait qu'on a tout à fait intérêt, nous consommateurs, à consommer des animaux de niveau bas dans l'échelle trophique. Et donc, il est préférable de consommer des animaux qui se nourrissent de végétaux plutôt que de monter dans la chaîne. Celui qui se balade là un petit peu, c'est donc ce qu'on appelle une larve naupliée, hein, de crustacés. Et vraisemblablement, c'est une larve de balane qui est dans les premiers stades de développement et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voyait tout à l'heure avec la tache oculaire au centre et avec des espèces d'antennes. Mais donc c'est une naupliée. Les crustacés, donc on se stade après l'œuf, hein, ce qui émerge de l'œuf, ce sont donc des naupliées. Pour la balade, je vous disais qu'il y avait 5 mues successives et les animaux sont à chaque mue de morphologie différente, déjà plus grand évidemment, mais de morphologie qui peut être très différente. Donc là voilà, ça, on peut vous dire c'est une naupliée de crustacés. Maintenant, de savoir de quelle espèce il s'agit, malheureusement je ne peux pas vous l'indiquer. Mais donc vous voyez que là, dans le plancton juste à côté, ben, on trouve ce genre d'animaux. Une autre question, oui? Ah, alors là, on évoque la question de la bioluminescence. Alors, la très grande majorité des organismes planctoniques ne produisent pas de lumière. Mais ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on a notamment avec des noctiluques, hein, qui sont des algues, là encore unicellulaires, qui, quand il y a un stress, hein, un mouvement, les traves d'un bateau, par exemple, qui déplacent l'eau, bah, pour les noctiluques qui sont là, bah, c'est un stress, et donc ces végétaux réagissent en produisant effectivement de la lumière. Alors c'est une réaction chimique en réalité. Les animaux ou les végétaux qui produisent de la bioluminescence ont un système qu'on dit enzyme substrat. Donc les noms c'est luciférine et luciférase. Lucifère, ça fait penser effectivement à la lumière, c'est le ver luisant, hein, c'est exactement la même chose. Et donc quand on a en présence d'énergie, et donc le végétal ou l'animal a une source d'énergie, c'est ce qu'on appelle de l'ATP, donc il va y avoir cette réaction, luciférine plus luciférase plus énergie va donner de la lumière. Et donc c'est le cas donc, des microalgues, les néoctiluques notamment, sur nos côtes. Hein. Ici, on en a parfois en grande abondance d'ailleurs. Et par exemple, quand on a les vagues qui arrivent sur la plage, ça fait un stress pour ces microalgues qui sont au niveau de la vague. Et donc on a cette luminescence bleue. Et selon les organismes, on peut avoir donc des luminescences de couleurs différentes, hein, dans le spectre. Et pour les animaux de profondeur, où il n'y a pas de lumière, ces systèmes de production donc de bioluminescence vont avoir un intérêt important en termes de communication, mais dans les deux sens. Il peut y avoir de la lumière qui va attirer des proies, ou au contraire des systèmes de communication pour attirer un partenaire sexuel. On a des poissons qui ont sous l'œil une glande dans laquelle ce sont des bactéries qui produisent la lumière, et il y a un équivalent de paupière, hein, c'est-à-dire que le poisson peut masquer ou non la lumière produite par les bactéries, et c'est donc des systèmes de communication dans l'espèce.
Alors, il y a des notions d'essaim éventuellement, c'est-à-dire des animaux qui sont regroupés, mais ce n'est pas la communication qui va être en cause en général. Alors, j'ai évoqué la communication chimique tout à l'heure en vous disant les larves de balanes sont attirées à proximité d'adultes qui émettent des substances chimiques. C'est un moyen de communication et la production de substances chimiques en milieu marin est très très importante. Hein. On a des modes de communication comme ça très très importants. J'allais dire, l'eau permet bien de diffuser ces molécules et donc on va avoir des animaux qui vont remonter vers la source d'odeur, hein, je dirais, spécifique. Donc la communication chimique est très très développée. La communication visuelle, très peu. Hein, dans le plancton, vous avez vu qu'il n'y a pas d'œil, il y a des taches oculaires qui permettent absolument pas de voir que c'est un congénère, il n'y a pas de reconnaissance. Hein. Donc dans le plancton, la communication, qui est quand même très limitée, hein, mais c'est une communication par voie chimique. Bon, alors on en avait vu tout à l'heure une image qu'on avait capturée, ben voilà. Bon, c'est sympathique. Là, donc, vous avez deux larves là, de mollusques. Hein, on voit bien sur celle de droite le système de coquilles embryonnaires. Là. Donc, là encore, difficile de vous dire de quelle espèce il s'agit, mais je dirais bigorneau ou assimilé. Quoi. Et donc, vous voyez que ces animaux dont je vous disais qu'ils sont entraînés par le plancton, ils ont quand même une capacité de se déplacer, hein, de natation qui est pas négligeable, sauf que là, vous êtes sur des images extrêmement agrandies, ce qui fait que ça augmente évidemment la vitesse apparente. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas capable de lutter contre le courant, même si là, on voit que ça bouge pas mal. Alors, on parle de larves véligères, hein, avec ces deux couronnes ciliées qui permettent et la locomotion et la concentration de nourriture vers la bouche. Alors évidemment, le problème, vous voyez, c'est qu'il faut suivre, hein, manipuler la platine pour essayer de suivre le mouvement. Ah, ben voilà, on a à nouveau un petit crustacé là qui vient de passer, donc, et puis qui s'est cogné contre la véligère. Bon, il était suffisamment grand pour ne pas servir de nourriture. Ces larves véligères, en réalité, consomment des microalgues et pas des animaux comme on vient de voir à l'instant, donc ce petit crustacé qui était encore petite nauplie de crustacé. Donc voilà, vous avez une vision, dans le haut, vous voyez, c'est à nouveau donc un petit crustacé, là vous voyez bien cette tache oculaire noire là, en haut de la tête. Donc vous avez en direct ce qu'on essaye de montrer lors des ateliers de découverte du plancton. Malheureusement, je vous dis, on a un plancton qui est peu concentré, donc on ne vous montre pas énormément de choses, mais voilà, le genre de choses que l'on essaye de faire. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait étonnés par ce qu'on leur présente et qui posent des tas de questions, et c'est l'objectif d'essayer justement d'amener des réponses et de susciter la curiosité des gens qui éventuellement vont peut-être aller chercher des sources d'informations. Donc dans les sources d'informations, petit clin d'œil, hein, le livre de Christian Sardet qui est quand même une mine, mais enfin il y a même sur Internet, hein, vous pourrez trouver énormément de choses sur le plancton si ça vous intéresse. Et notamment, je vous disais, Christian Sardet est quelqu'un qui a eu vraiment à cœur de faire des documents pédagogiques. Il y a ce qui est baptisé les chroniques du plancton. Donc vous avez une vingtaine de courtes séquences de l'ordre de 3 minutes qui peuvent vraiment vous intéresser et où il y a des images absolument magnifiques. Donc je vous encourage à aller, vous tapez chronique du plancton, vous tombez dessus et vous avez de quoi vous faire plaisir, notamment au niveau des yeux, mais en plus il y a des informations qui sont de grande qualité. Donc voilà, une belle larve véligère que vous voyez fonctionner. Alors, le krill fait partie du plancton. Hein, ce sont des crevettes qui nagent, mais pas suffisamment
de manière importante pour échapper au mouvement des masses d'eau. Donc le krill fait partie du plancton, mais donc c'est pas microscopique. J'y reviens, le krill, c'est des crevettes qui font de l'ordre de 6 à 8 cm de long quand même. Ces crevettes vont consommer des microalgues, et notamment dans les régions polaires, sous les surfaces de glace, que ce soit iceberg ou banquise, il y a une concentration de microalgues absolument extraordinaire. Et donc le krill va consommer ces microalgues et être en très très grande abondance et servir de nourriture aux baleines. En réalité, servir de nourriture à beaucoup d'animaux, notamment tous les oiseaux, je dirais, qui nagent sous la glace. Je pense aux manchots, et donc qui se nourrissent quasi exclusivement de ces crevettes. Le problème à l'heure actuelle, c'est que l'homme se dit, tiens, ces crevettes, finalement, c'est une source de protéines tout à fait intéressante. Alors, à un moment donné, on a décimé les baleines, donc le krill s'est d'autant plus développé qu'il y avait moins de consommateurs. Et puis, l'homme s'est dit, tiens, après tout, on peut peut-être organiser des systèmes de pêche pour pêcher du krill. Et donc c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, et un certain nombre de scientifiques et d'organisations non gouvernementales disent attention, on est en train de déséquilibrer un écosystème, et la nourriture va manquer, notamment pour un certain nombre d'animaux. J'évoquais les manchots de manière très claire, il y a un problème à ce niveau-là. Donc là encore, attention à ce que nous faisons, d'aller chercher des sources de protéines intéressante pour l'homme, soit. Si c'est pour l'introduire dans une chaîne alimentaire un peu complexe, pour faire des animaux super carnivores, c'est peut-être pas l'idéal quand même. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc le krill fait partie du plancton. Et est consommé donc notamment par les baleines, mais pas que. Bon, voilà des images direct live, comme l'on dirait, qui vous montrent du plancton tout à fait local, c'est vraiment, ça a été pêché ici. Et, alors donc des larves de mollusques, oui bien sûr, on a beaucoup de mollusques. Bon, quand vous allez sur l'estran, vous voyez tous ces bigorneaux y assimilés. Il y a d'ailleurs beaucoup plus en nombre d'animaux, beaucoup plus d'animaux assimilés qui ne sont pas des bigorneaux que l'on consomme. Vous avez notamment dans la partie haute des monodontes qui ressemblent à des bigorneaux mais qui n'en sont pas. Et donc tout ça, ça va produire des gamètes qui vont se rencontrer ou pas dans l'eau de mer. S'il y a rencontre entre les gamètes, eh bien on va avoir fécondation, et on va avoir un œuf qui va donner une larve, qui va grandir et donner ce genre de larve véligère quand il s'agit de ce genre de mollusques. Bon, je vois quand même que le temps passe et je ne voudrais pas non plus vous mobiliser trop longtemps. Je souhaiterais vous montrer deux vidéos, là encore réalisées par Christian Sardet et son équipe, qui sont à la fois esthétiques et intéressantes du point de vue pédagogique. How did I get here? Well, it's a stranger story than you might think. I came from a world of drifters, a place few humans have ever seen. The world of plankton. I came from a batch of 1 million eggs, and only a few of us survived. When I became a larva, I moved among other drifters. My fellow plankton came in all sizes, from tiny algae and bacteria to animals longer than a blue whale. I shared my nursery with other embryos and juveniles, from clams and crabs to sea urchins and anemones. We drifting animals are called zooplankton. The most common animals here are copepods and krill.
You could search the world over, but you'd never find a place more diverse than my childhood home. A teaspoon of seawater can contain more than 1 million living creatures. It can be a pretty tough existence, though. Trillions are born here, but only a few make it to adulthood. He may be no larger than a pinhead, but this crab larva is an arrowworm's worst nightmare. Epic battles between carnivores like these are just one way to get food. But the real powers of this place come from phytoplankton. Single-celled life that transforms sunlight and carbon dioxide into edible gold. Phytoplankton are the base for the largest food web in the world. During the night, many animals like me would rise up from the depths to feed on this sun-powered feast. I was part of the largest daily migration of life on Earth. During the day, I'd return to the darkness where I'd join my bizarre companions. Cannibals, like this sea butterfly mollusk that eats its next of kin. And comb jellies that beat cilia like rainbowed eyelashes. Some of these snare their prey with sticky tentacles, while others just take a bite out of their cousins. And siphonophores that catch prey with toxic fishing lures. But my favorite would have to be the crustacean Phronema. Its monstrous looks inspired the movie Aliens. It can catch tiny bits in its bristles, but prefers larger prey like salps. With 2 sets of eyes, this female prowls the deeper water. Prey in hand, she performs one of the strangest behaviors in the entire animal kingdom. With body parts from her victims, she delicately assembles a barrel-like home, feeding her young until they can drift off and survive on their own. Best of all, they make the perfect snack for a small fish like me. Here among the plankton, the food web is so tangled and complex, even scientists don't know who eats whom. But I do. At least now you know a bit of my story. There's so much more to me than just a tasty meal. I must look rather strange to you, all covered in spines, without even a face. But I've taken many forms during my life. I started out just like you, a tiny egg in a watery world. My parents never knew each other. One moonlit night before a storm, thousands of urchins, clams, and corals released trillions of sperm and eggs into the open sea.
My father's sperm somehow met my mother's egg, and they fused. Fertilization. Instantly, I became an embryo the size of a speck of dust. After a few hours of drifting, I cleaved in 2, then 4, then 8 cells, then so many I lost count. In less than a day, I developed a gut and a skeleton. I became a rocket ship, a Pluteus larva. I floated through the world of plankton, searching for tiny algae to eat. For weeks, I was surrounded by all kinds of organisms, larvae of all sorts. Most are so different from their adult form that biologists have a tough time figuring out who they are. Try matching these youngsters to their parents. This Veliger larvae will turn into a snail, this Zoe into a crab, and this Planula into a Chlidia jelly. Some of my young companions are easier to picture as grown-ups. These baby jellies, known as Ephirae, already resemble their beautiful but deadly parents. Here in the plankton, there's more than one way to get your genes into the next generation. Most Medusa jellies make special structures called polyps that simply bud off babies with no need for sex. Salps are similar. When food is abundant, they just clone themselves into long chains. The plankton is full of surprises when it comes to sex. Meet the hermaphrodites. These comb jellies and arrowworms produce, store, and release both sperm and eggs. They can fertilize themselves or another. When you're floating in a vast sea with little control over who you may meet, it can pay to play both sides of the field. The majority of species here, however, never mate nor form any sort of lasting bonds. That was my parents' strategy. There were so many of us Pluteus larvae, I just hid in the crowd, while most of my kin were devoured. Not all parents leave the survival of their offspring to chance. Some have far fewer young and take much better care of them, brooding their precious cargo for days, even months. This speedy copepod totes her beautifully packaged eggs for days. This Phronema crustacean carries her babies on her chest, then carefully places them in a gelatinous barrel. But the black-eyed squid takes the prize. She cradles her eggs in long arms for 9 months, the same time it takes to gestate a human infant. Eventually, all youngsters have to make it on their own in this drifting world. Some will spend their whole lives in the plankton, but others, like me, move on. A few weeks after I was conceived, I decided to settle down and metamorphosed into a recognizable urchin. So now you know a bit of my story. I may just be a slow-moving ball of spines, but don't let my calm adult exterior fool you. I was a rocket ship. I was a wild child.
Bon, je crois qu'il est quand même l'heure de vous libérer. Il y a d'autres films que je vous engage à aller voir, donc notamment sur Internet, hein, ils sont visibles, notamment Chronique du plancton, vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Bon, je vous remercie pour votre attention, parce que ça fait quand même 2 heures qu'on est là. Et puis je transmettrai un message à Pierre Molot qui aurait vraiment voulu être là, et j'espère qu'il pourra ultérieurement nous donner une conférence telle qu'elle était prévue, et que ce que vous avez vu vous met en bouche par rapport à des conférences sur le plancton à venir. Merci, bonne soirée.